Bonjour à tous pour ce dernier atelier. Je suis ravie de vous accueillir, Monsieur Fouva. On va parler d'hydrogène sur le Japon et la Corée du Sud. Je vous laisse introduire votre entreprise et nous raconter comment vous avez pu aller sur ce marché-là. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuel Flouva, le directeur général de MF Tech. Nous sommes une filiale du groupe Coriolis. Nous sommes spécialisés dans l'enroulement filamentaire robotisé. Donc, ce sont des robots industriels qui déposent de la fibre de carbone et fibre de verre pour toutes sortes d'applications. Donc, on travaille dans les secteurs industriels, on travaille dans l'aéronautique aussi. Et le gros du marché aujourd'hui, pour nous, il est basé sur les réservoirs hydrogène. Donc on a mis au point avec des clients, des partenaires et aussi en interne depuis longtemps, des robots qui servent à fabriquer les réservoirs des véhicules du futur, ce qu'on appelle le Fuel Cell Vehicle. Et notre marché aujourd'hui s'étend dans de nombreux domaines, non pas seulement sur la voiture, mais aussi dans l'aviation, dans les drones, des choses comme ça. Donc on a beaucoup de clients aujourd'hui qui demandent notre technologie de par le monde, qu'on a développée. On a aussi d'autres activités au sein de MF Tech. Donc aujourd'hui, nous, on fait du design et de la construction de machines d'enroulement filamentaire. On fait aussi de la R&D pour nos clients. Donc un client qui veut venir tester nos machines ou développer un nouveau produit sur l'enroulement filamentaire ou le cas des réservoirs hydrogène aujourd'hui, il va venir chez nous, il va nous apporter ses pièces, ses fibres, et nous, on va lui faire voir à quelle vitesse tournent nos machines. Le but aujourd'hui, c'est d'aller le plus vite possible pour l'industrie automobile. Et à côté de ça, on a une production de tubes en composite, en fait, pour fabriquer toutes sortes de pièces. Ça peut être des tubes en carbone pour des pagaies de kayak, ça peut être des tubes en carbone pour du drone aussi, toutes sortes de choses. Des tubes pour faire les voiliers. On travaille sur tous les domaines. Donc aujourd'hui, nous, pour l'enroulement filamentaire et les pièces qu'on a fabriquées, on a développé plusieurs technologies. Des process qu'on appelle MF1, MF2, MF3. Donc, et ces machines servent essentiellement à créer toutes les pièces pour nos clients. On a développé un process aujourd'hui qui s'appelle le MF3, qui est vraiment destiné à tout ce qui est enroulement filamentaire de réservoirs hydrogène. On a trouvé les limites de système, parce qu'il faut produire beaucoup de pièces pour tous nos clients. Le réservoir hydrogène, en fait, dans l'automobile aujourd'hui, on est capable de fabriquer une pièce toutes les minutes. Mais pour l'hydrogène, il faut 3 réservoirs par voiture et il faut 1 heure pour fabriquer un réservoir. Donc là, c'est assez compliqué. Donc aujourd'hui, pour nos clients, on est en train de développer, dans le cadre du plan de relance aussi, une machine qui s'appelle la MF5. Et cette machine, la MF5, va nous permettre d'aborder d'autres machines, d'autres projets et d'être encore plus rapide sur notre technologie. Donc ça, c'est vraiment important pour nos clients. Et il faut qu'on aille de plus en plus vite et qu'on soit le moins cher possible. Donc ça, c'est toujours un compromis qu'on doit trouver avec l'automatisation et la robotique. Les secteurs aujourd'hui sur lesquels on travaille, c'est vraiment le réservoir hydrogène. On voit que sur le Japon et la Corée du Sud aujourd'hui, c'est les 2 grands acteurs avec qui on travaille. Et on sait aussi que le marché de l'hydrogène va doper une forte croissance, donc aussi pour nous, mais notamment dans le carbone. Donc il va falloir produire de plus en plus de carbone. Aujourd'hui, la production mondiale n'est pas suffisante pour atteindre en fait les objectifs des réservoirs hydrogène qu'il va y avoir à produire. Donc de plus en plus, nous, on va aider nos clients avec les fournisseurs de carbone à trouver des solutions techniques pour pouvoir en fait produire massivement ces réservoirs. Donc aujourd'hui, on a sorti des technologies. On travaille avec des grands donneurs d'ordre. Le plus connu, c'est Daimler à Stuttgart, Mercedes-Benz, mais on travaille aussi pour d'autres. On a développé avec le CEA notamment des solutions techniques. Et ces machines, aujourd'hui, celles qu'on a mis au point ne sont plus suffisantes. Donc on est en train d'accélérer ce marché-là. Et en fait, notre objectif, c'est d'être leader mondial sur la robotique, l'enroulement filamentaire en 2030. Donc ça, c'est le goal actuel. Et on voudrait multiplier avec ce nouveau process toutes notre chiffre d'affaires, nos productions de machines. Donc le Japon, aujourd'hui, ça représente un énorme marché pour nous. La Corée du Sud aussi. La Corée du Sud a annoncé clairement qu'en 2025, il n'y aurait plus de vente de voitures thermiques. Le Japon a annoncé ça pour 2030, donc tout le monde revoit un peu ses objectifs. On pense, nous, que ça sera plutôt sur 2030 que 2025. Et il y a la Chine aussi qui pousse, bien entendu, derrière. Donc nous, il a fallu adapter nos marchés, il a fallu trouver des agents.
Donc sur le Japon, par exemple, on a installé déjà chez des grands donneurs d'ordre 3 machines, dont 2 qui servent à l'hydrogène, une dans une industrie un peu plus générale. Et il a fallu adapter en fait notre process de vente, d'installation de machines. Aujourd'hui, on sait que pour aller vendre des machines au Japon, c'est impossible de vendre une machine si on n'a pas d'agent, si on n'a pas un réseau commercial, si on n'a pas un réseau technique. Donc nous, on a dû former en fait des techniciens japonais sur un partenaire qui s'appelle Kado Corporation et qui peut intégrer complètement nos machines. Aussi, avec le Covid, ça a été assez compliqué. Donc on a envoyé des machines en conteneur et ils ont intégré complètement les machines. Ils savent démarrer les machines. Nous, on vient juste pour la réception finale et les assister au cas où pour la formation. Donc il a fallu s'adapter à la culture incroyable des Japonais. C'est une culture qui n'est pas simple aujourd'hui. Donc nous, on s'adapte. On aime bien en fait aller travailler au Japon. On est normand, donc on leur fait des petits cadeaux. Il ne faut jamais oublier le cadeau avec les Japonais. Ça, c'est un vrai conseil. Les petites boîtes en fer du Mont-Saint-Michel avec les biscuits, ils adorent. Donc c'est un sujet, on ne part jamais sans en fait. Donc voilà, c'est des choses qu'il a fallu mettre en place en fait pour pouvoir aborder le marché japonais. Sinon, ça ne passe pas, quoi. Donc clairement, il faut un agent sur place et des équipes techniques. La Corée du Sud, c'est un petit peu la même chose. Il faut un agent sur place. Les mentalités sont différentes. Ils sont un peu dans la mentalité américaine. C'est des vrais entrepreneurs. Il y a beaucoup d'argent pour investir sur des nouvelles sociétés en Corée du Sud. Et aujourd'hui, voilà, nous, on travaille aussi avec des grands donneurs d'ordre, en passant forcément par un agent en Corée du Sud. Et aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi énormément de sociétés françaises qui vont aller travailler dans le réservoir hydrogène, dans les piles à combustible et toutes ces choses-là. Et nous, on va être obligés de les suivre en fait techniquement, parce qu'il faut assurer la maintenance sur place. Quand il y a des usines qui vont produire des centaines de milliers de réservoirs, on ne peut pas se permettre de gérer la maintenance à distance, de gérer les équipes techniques à distance par le décalage horaire. On a un peu la même chose sur les États-Unis. Donc nous, on est obligés aujourd'hui de passer en fait par des intégrateurs sur site. Et on a un gros partenaire aujourd'hui en robotique qui s'appelle KUKA. Et c'est une société allemande. Et en fait, on travaille directement avec les agents et la société allemande pour pouvoir travailler directement sur le marché sud-coréen pour rendre encore plus de services et être plus performants pour nos clients. Donc voilà, c'est aujourd'hui ce qu'on fait. On espère grimper encore plus sur les marchés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec tous nos partenaires et nos clients. Voilà. Donc, dernier conseil, surtout le marché japonais, n'oubliez pas les boîtes de gâteaux. Merci pour votre témoignage. Merci. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons vous présenter le marché de l'hydrogène au Japon, ses perspectives ainsi que ses opportunités. En termes de stratégie globale, le Japon est connu pour son contexte énergétique particulier à l'issue de la catastrophe de Fukushima en 2011, qui a complètement bouleversé la situation énergétique du pays et qui a dû s'adapter et dresser un plan pour l'avenir. Donc le pays est connu pour son contexte énergétique particulier, puisque celui-ci importe plus de 90% de l'énergie qu'elle consomme. Cela résulte en un enjeu très particulier et stratégique, qui est celui de l'indépendance énergétique du pays. À cet effet, le Japon a dressé un plan pour son mix énergétique à l'horizon 2030, puis 2050, qui verra une part des énergies renouvelables à hauteur de 38%. Ce dernier mix énergétique a été révisé en juillet 2021 pour intégrer pour la première fois depuis sa création l'hydrogène qui aura une part de 1%. Le Japon se distingue comme étant le premier pays à avoir dressé une stratégie fondamentale de l'hydrogène en 2017, stratégie fondamentale qui a été complétée d'une feuille de route détaillée en 2019, qui vise plus particulièrement à faire baisser le coût de l'hydrogène pour le rendre compétitif avec les carburants traditionnels, le gaz naturel liquéfié ainsi que le charbon pour la génération d'électricité. Le plan de déploiement se décline en 3 étapes distinctes. La première étant dédiée à la création d'un écosystème hydrogène et d'utilisation d'applications pratiques.
Au plan de l'importation et de la chaîne d'approvisionnement, qui est l'étape 2 de cette feuille de route, le Japon se distingue par le premier navire-citerne spécialisé dans le transport d'hydrogène liquéfié, le Suiso Frontier, qui devrait, à l'horizon de l'année fiscale 2022, commencer l'approvisionnement en hydrogène entre le sud-est de l'Australie et le Japon, jusqu'à son hub de Kobe. Enfin, l'étape 3 coïncidera avec l'objectif de 300 000 tonnes d'hydrogène au Japon pour servir les besoins en mobilité ainsi que dans les industries. Ces volontés politiques et ces plans stratégiques se traduisent aussi de manière pratique par l'établissement d'un écosystème, comme évoqué précédemment, caractérisé par des consortiums et des co-entreprises menées par les grands donneurs d'ordre japonais sur tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, qu'il s'agisse de la supply chain, de la fourniture de technologies en mobilité ou en piles à combustible, mais également des applications de niche comme les procédés d'électrolyse. En termes d'infrastructure, le Japon est le pays actuellement qui a le plus important réseau de stations d'approvisionnement d'hydrogène, avec 147 stations opérationnelles tout public en 2021. Au plan de la mobilité, 5000 voitures à hydrogène circulent actuellement au Japon, contre 2500 en 2017, sur un objectif de 200 000 à l'échelle 2025 et de 800 000 à l'échelle 2030. Toyota Honda représente 25% de la production mondiale de ces véhicules et Toyota est indéniablement le leader national, sinon international dans ce domaine, puisqu'on le connaît largement avec le modèle Mirai, qui est la première voiture hydrogène commercialisée pour le grand public. Le constructeur Toyota est également connu pour d'autres applications en termes de mobilité et de logistique, notamment avec ses monte-charges à piles à combustible, ses camions, mais également ses bus de modèle Sola. Au plan de la production d'électricité, il existe actuellement, et cela depuis 2018, des centrales hybrides au gaz naturel liquéfié et à l'hydrogène pour la production d'électricité dans la région de Kobe. Le pays se distingue également par sa flotte importante de microturbines dans les applications stationnaires et résidentielles destinées aux bâtiments commerciaux ou aux bâtiments d'habitation. Il existe actuellement 140 000 microturbines de cogénération de ce type qui sont déclinées en deux systèmes majeurs qui sont les PIMFC et les SOFC. Malgré son écosystème riche en cours de développement avec un soutien net du gouvernement et l'appui du secteur privé pour sa réalisation, le Japon a besoin de l'offre étrangère pour développer son propre écosystème, ce qui laisse la place à des opportunités pour l'offre française qui vont être présentées par Ophélia Glass de la Chambre de commerce et d'industrie française au Japon. Merci. Merci Sébastien pour ce panorama très complet sur le marché de l'hydrogène au Japon. Maintenant, on va passer aux opportunités de l'hydrogène pour les entreprises françaises. On a pu constater que le Japon était le premier pays à adopter une stratégie de base sur l'hydrogène, et ce depuis 2017, et ça va devenir la société de l'hydrogène. Et forcément, avec tout ça, énormément d'opportunités, sachant que le marché va être multiplié par 56 pour atteindre 3 milliards d'euros d'ici 2030. Nous allons donc vous expliquer les opportunités par secteur. Tout d'abord, le secteur énergétique lui-même. Donc de lourds investissements en R&D ont été faits par le gouvernement japonais et il va y avoir besoin de recherche et d'expertise internationale, notamment en tout ce qui concerne l'innovation, les transitions technologiques pour aller vers un faible coût. La production d'hydrogène également, qui doit être rentable d'ici 2030 et sans émissions, va être un des points clés dans lesquels les entreprises françaises, qui sont notamment dans les composants liés à l'hydrogène, vont pouvoir venir s'insérer sur ce marché assez lucratif. Par ailleurs, la transition industrielle franco-japonaise qui a été amenée grâce à l'intervention d'Emmanuel Macron en 2019 et qui a décidé d'une coopération commune dans le cadre du partenariat d'exception avec un partage des connaissances qui se déroulera tout au long de 2019 jusqu'à 2023. Ensuite, l'optimisation de la gestion des réseaux japonais, notamment liés au stockage et la distribution, sera un des éléments clés, puisque la production ne se fera pas toujours au Japon, peut-être à l'étranger, notamment en Australie, et il faudra acheminer l'hydrogène sur les localisations domestiques. Et pour finir sur l'énergie, des nouvelles synergies sont en matière de commerce international d'énergie, de coopération commerciale, et on espère que ça va générer de nombreux contrats, notamment avec la France. En ce qui concerne le bâtiment infrastructure,
infrastructures maintenant. Le Japon est très avancé sur les piles à combustible et il y aura des opportunités pour les entreprises françaises et internationales qui sont dans le domaine du BTP, donc avec par exemple la mise en œuvre de piles à combustible pour les hôtels, pour des stades de baseball, etc. Et on le verra plus tard pour le marché résidentiel de la consommation. Pour finir, il y a également toutes les stations de recharge qui sont un élément majeur et Air Liquide par exemple est un acteur majeur dans ce domaine au Japon puisqu'ils sont en train d'installer de très nombreuses stations à travers tout le pays. L'aéronautique est également un marché très opportuniste dans ce domaine puisque le gouvernement japonais a investi 16 milliards d'euros en créant un fonds en décembre 2020, donc assez récemment, et va soutenir toute cette économie sur une dizaine d'années, notamment sur la recherche environnementale pour les moteurs à hydrogène. En ce qui concerne la mobilité, plusieurs axes, comme vous l'avez compris, les véhicules à hydrogène, notamment avec l'Amirail, mais également les bus, les trains à hydrogène et les navires également à moteur à hydrogène vont être des axes de développement très forts. Pareil, de très nombreuses entreprises japonaises travaillent sur ce sujet, des gros consortiums qui pourraient être amenés via des maisons de commerce à travailler avec des entreprises françaises. L'industrie, certains grands faiseurs ont déjà mis en place des générateurs solaires compacts à hydrogène qui vont pouvoir alimenter les chariots élévateurs, notamment. Et par exemple, dans l'industrie de l'acier, les grands heavy industry ont déjà investi sur des fours à consommation à hydrogène pour tout le melting de l'acier. Pour finir, d'un point de vue sociétal, de plus en plus, il va y avoir des opportunités pour les entreprises internationales sur les utilisateurs finaux, donc notamment au niveau du résidentiel, donc il y aura énormément de développement. Les entreprises japonaises sont encore une fois tout à fait ouvertes à collaborer à l'international, avec toujours dans l'idée des réductions de coûts très fortes pour que ce soit rentable pour les consommateurs à terme dans leur quotidien. Donc n'hésitez pas à saisir toutes ces opportunités et le Japon vous attend pour développer l'hydrogène ensemble. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à toutes et bonjour à tous. Comme prévu, je vous propose une petite présentation de l'industrie de l'hydrogène en Corée du Sud, où je vais évoquer la trajectoire que prend l'industrie et les perspectives à moyen ainsi qu'à long terme. Je vais commencer par un petit état des lieux de l'industrie telle qu'elle se trouve actuellement et ensuite aborder des détails sur les objectifs à plus long terme qui ont été fixés notamment par les pouvoirs publics. Donc l'hydrogène en Corée du Sud, le statut actuel, je commence par les ventes de véhicules à hydrogène en Corée qui, comme vous le voyez, sont en croissance assez soutenue depuis 2019. Donc on le verra plus tard, ça correspond au lancement d'un nouveau modèle par Hyundai. Les ventes ont explosé en 2019 et en 2021, elles devraient être largement supérieures à celles de 2020 et porter la taille du parc total de véhicules à peu près 20 000 pour la Corée seule, ce qui est assez significatif. En matière de stations de recharge, on est à un peu moins de 80, la plupart étant concentrées autour de Séoul ainsi que sur le sud-est du territoire. Et c'est pas un hasard, c'est là qu'est concentrée l'industrie chimique ainsi que l'industrie automobile. En matière de capacité de production d'hydrogène, on est à peu près actuellement à 300 000 mètres cubes par heure, avec essentiellement des acteurs locaux ainsi que l'Air Liquide qui est très présent en Corée du Sud. Et aujourd'hui, c'est surtout une production d'hydrogène qui n'est pas à partir de renouvelables, c'est issu de l'industrie pétrochimique ou de vaporeformage. L'électrolyse est encore extrêmement minoritaire. En matière d'objectifs pour l'hydrogène en Corée du Sud, ils ont été définis en 2 temps. Donc en 2019, par les pouvoirs publics, il y a eu une feuille de route qui a été définie, qui a été affinée en 2020 avec le plan de relance post-Covid Green New Deal, annoncé par les pouvoirs publics coréens, qui prévoit une enveloppe de plus de 50 milliards d'euros pour la transition énergétique, et cela englobe l'effort budgétaire qui doit être fait pour l'hydrogène. En matière d'objectifs chiffrés, donc évidemment il y a un objectif industriel de production de véhicules. Donc l'objectif à 2040, c'est d'être à peu près à 6 millions de véhicules produits en cumulé.
Évidemment, il y a également un objectif en matière de stations de recharge, donc arriver à peu près 1200 stations en 2040 contre 76 à l'heure actuelle. Il y a également un objectif d'optimisation des coûts de production de l'hydrogène. L'idée, c'est de couper cela en deux d'ici 2040. Et en complément, il y a aussi des objectifs fixés pour la production électrique, soit pour le réseau général ou de manière plus indépendante pour des bâtiments commerciaux ou résidentiels. La Corée du Sud, c'est aussi un écosystème de l'hydrogène qui est déjà relativement étoffé. Donc, il y a des acteurs dans pas mal de registres et une chaîne de valeur qui est déjà relativement bien construite, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunités sur le marché, bien au contraire. Plus il y a d'acteurs, plus il peut y avoir d'opportunités dans des domaines très spécifiques et techniques. J'y reviendrai dessus, mais en tout cas, on a déjà une industrie qui est bien structurée. Je vais maintenant m'intéresser un petit peu davantage à Hyundai Motor, qui est le principal constructeur automobile coréen, qui est un acteur central de l'hydrogène en Corée du Sud et qui est dans l'industrie de l'hydrogène depuis un certain temps. En fait, on peut carrément les qualifier de pionniers, puisque c'est en 2013 qu'ils ont lancé leur premier modèle, qui était un peu un coup d'essai et qui ne s'est pas du tout vendu en masse. C'est à peu près 500 exemplaires qui ont été écoulés, mais ça leur a permis de s'approprier la technologie, la manière de la commercialiser. L'essai a été confirmé en 2018 avec le lancement du Nexo, qui en matière de volume de vente est très largement au-dessus de son prédécesseur et qui sert vraiment un peu de rampe de lancement à Hyundai dans ce domaine, sachant qu'il s'intéresse également au segment des poids lourds avec un modèle lancé en 2020 qui est déjà commercialisé. Hyundai Motors, c'est un plan à long terme d'investissement et de développement industriel dans le domaine de l'hydrogène. Donc évidemment, l'enjeu, c'est de pouvoir produire dans des volumes significatifs et à un coût raisonnable. Donc l'objectif à 2030, c'est à peu près 500 000 véhicules par an. Et pour atteindre cet objectif, les moyens annoncés sont un peu plus de 5 milliards d'euros d'investissement sur une dizaine d'années. L'objectif, comme je l'ai dit, étant déjà d'apprendre à produire en masse, de le faire de manière rentable, si possible, et évidemment d'améliorer la performance d'ensemble des véhicules, que ce soit l'optimisation du poids ou l'autonomie ou la performance et le plaisir de les conduire et le confort des véhicules. Hyundai Motors, c'est aussi une vision qui va au-delà de la voiture à hydrogène. Donc, ils développent évidemment des véhicules à hydrogène parce que on parle là d'un constructeur automobile, mais leur vision porte aussi sur les trains à hydrogène, la mobilité aérienne à hydrogène, éventuellement la construction navale propulsée à l'hydrogène et de manière plus générale des générateurs électriques statiques également. Tout cela s'inscrivant dans un écosystème coréen qu'on a vu qui est déjà assez bien développé. Je vais conclure mon intervention sur les opportunités du marché de l'hydrogène en Corée du Sud. Vous allez voir que c'est assez lié à ce que j'ai présenté jusqu'à présent. Donc, dans un premier temps, il y a la production d'hydrogène et plus particulièrement les électrolyseurs. Comme on l'a vu, la production actuelle d'hydrogène est essentiellement issue de la pétrochimie et il n'y a pas beaucoup d'électrolyseurs en Corée du Sud, donc ça constitue une opportunité. Deuxième opportunité, ça va être le stockage et le transport. Si on part sur une économie de l'hydrogène et un parc de véhicules hydrogène conséquent d'ici 2030-2040, il va falloir être en mesure de stocker de l'hydrogène et de le transporter en masse, le tout de manière rentable. Évidemment, les équipements et les pièces de manière générale vont être une opportunité. Tout ce qui est développement de matériaux, en particulier les matériaux
pour le stockage et le transport. Les solutions d'allègement aussi pour les véhicules vont être des opportunités. Et pour terminer, tout ce qui concerne les piles à combustible, que ce soit les nouvelles technologies de fabrication ou les matériaux avancés pour piles à combustible, toujours dans une optique d'améliorer la rentabilité, de maîtriser les coûts et de proposer des produits à haute performance. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'hydrogène en Corée du Sud. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à me contacter à l'occasion. Merci beaucoup.